Hear me now, brave men, brave Reichlanders, hear me! Spreading out information. To the battle we march in the dawn. We're ready to die for a king. On the fields of bright and fair. Fire at will. Aim for the cannons. Counter attack. Thunder of guns. Not meet once as we all stand united. All together. Not meet once. From the old world's demise, see an empire rise. From the north, reaching far, here we are. For Sigma, for the Empire, for the Warhammer! Ça faisait des mois que j'avais lancé mon appel à la famille pour m'aider à tenir le domaine. Et si Bruno avait été facile à choper, autant dire que ça faisait plusieurs semaines que j'étais sans nouvelles du dernier. Finalement avec Bruno, c'est à Altdorf qu'on lui a enfin remis la main dessus. 3 semaines que le grand frère cuvait depuis son dernier bûcher dans un rade miteux à moitié bouffé par les rats. J'ai dû envoyer toute une troupe pour aller le récupérer, et au passage j'ai aussi dû rembourser le tavernier pour tout ce qu'il avait picolé et pété depuis qu'il était là. Et je vous jure que ça a pas fait du bien aux finances. Gunther, c'est un petit phénomène dans la famille. 2 mètres de haut, 1 mètre de large, nourri à la viande de troll, il passe ses vacances sur la banquise nord, à faire cramer des gens, et je crois que maman a compris qu'il avait un léger pet au casque le jour où il est allé se tabasser avec un chef orc qui passait dans le coin. Bah du coup papa a dû faire bombarder le campement parce que figurez-vous que le fils de noble qui devient un chef de guerre orc, ça la fout légèrement mal niveau réputation. Quand j'étais jeune à l'académie, on parlait encore de Gunther la terreur. Il a tabassé un de ses maîtres d'armes, foutu le feu à la section stratégie de la bibliothèque, manqué l'incident diplomatique quand il a tué à coups de tête un des ours de la délégation du Kislev, et il y a aussi cette légende qui dit qu'il mangeait les élèves qui lui manquaient de respect. Je dis pas que c'est vrai. Je dis juste que personne n'a jamais retrouvé le petit Grégory qui se moquait de son accent. Autant vous dire que pour l'héritage, maman a bien compris que c'était mort. Entre lui qui est pas foutu de penser à autre chose que tabasser son voisin, et Bruno qui veut foutre le feu à tout ce qu'il trouve, c'est pas étonnant que les parents m'aient choisi pour hériter du titre. N'empêche que quand le grand théogoniste est passé à l'académie, il a tout de suite compris son potentiel. Comprenez, Gunther il est pas foncièrement méchant, il a juste besoin d'un copain, qu'il a dit Volkmar. Un copain qui le guide dans le droit chemin, et quel meilleur copain que Sigmar. En plus, ça tombe bien, Sigmar, il y a plein de méchants qui lui veulent du mal. Et quand on est un bon copain, on protège son copain. Hein, Gunther? Ah non, mais c'est sûr, la théologie, quand on n'est pas habitué, c'est impressionnant. Vu la réputation qu'il se traîne, je vous cache pas que les hommes ont un peu tiré la trogne quand il s'est pointé au camp. Mais bon, tant que moi et Bruno on est là pour le cadrer, ça devrait aller. De mon côté, j'ai enfin pu avoir une vraie cérémonie pour sanctifier mon titre. Malgré les protestations très vives de Gunther, c'est un prêtre de mort qui m'a sacré seigneur de Wissenland, et non pas un prêtre de Sigmar. J'y ai bien réfléchi, ma guerre contre les vampires allait être dure et longue, et Mort m'avait pour l'instant bien plus protégé que Sigmar. Destin ou pas, je préférais sous sa protection pour vaincre mes ennemis. En plus, le clergé m'adore, et mes hommes sont tous désormais fidèles au dieu des morts. Ça sera quand même bête de gâcher ça. Pour fêter l'occasion, l'église nous a offert des fusils sacrés, aux balles plaquées d'argent et de magie, des armes bâties spécialement pour vaincre la cour de la nuit. Les plus fidèles de mes hommes en ont été équipés. De mercenaires méprisés de tous, ils étaient devenus les fières balles d'argent, gardes rapprochés du comte du Wissenland et chasseurs de vampires au service de mort. À peine la cérémonie terminée, on quittait la cité en ordre de bataille, prêt à libérer Averheim ou à mourir en essayant. De l'autre côté du pays, Karl devait faire face à son lot de problèmes. Depuis le sac de couronne nous avait énervé les Norse. Et fidèle à sa promesse, le fameux Wulfric s'était pointé avec son armée de barbares huilés et poilus pour nous donner une leçon en pillage. N'écoutant personne, et pour faire encore une fois l'inverse de tout ce qu'il était censé faire, Karl était allé leur apprendre la vie sur l'eau. Alors oui, il a pris son bateau et il est allé taper des gens qui vivent à 50% de leur vie sur la flotte. Entre conneries et courage fanatique, je ne sais pas où il faut tracer la ligne. Heureusement, ils ont trouvé une île pour se taper dessus, et encore plus heureusement, le terrain s'est trouvé être en notre faveur. Cette vaste cuvette donnait à nos tireurs une parfaite ligne de tir, et ces bois de parfaite cachette pour nos mercenaires. La Reichsgarde est partie en avant pour faire un maximum de dégâts sur les tireurs, mais le problème allait être sur nos lignes de front. Je vous explique le problème. Problème très simple en soi. Prenez Willem. Willem, c'est un bon gars. Il a sa ferme, il a sa famille, il a ses gosses, mais voilà, la guerre arrive dans l'empire de Willem. Alors Willem, c'est comme je vous dis un bon gars. Il va s'engager, on lui donne une petite cuirasse, une petite lance, et Willem va aller tenir la ligne de ses bras musclés. Et maintenant, de l'autre côté, vous avez... disons Olaf.
2 mètres de haut, des muscles de la taille du visage de Willem. Olaf, élevé sur la banquise avec les loups et les ours. Olaf, qui a mangé le cœur de son premier ennemi à 8 ans. Olaf, le champion des dieux de la ruine avec une gigantesque armure baignée dans le sang de ses ennemis et une hache qui fait la taille de Willem. Et ça, c'est sans parler de Thorvald, le berserker, son copain qui défonce des ours à coups de hache pour le fun. Ou de Svengor, son copain aussi, qui balance des pieux dans des mammouths pour rigoler avec ses potes. Alors à votre avis, de lui ou de Willem, qui c'est qui gagne en combat singulier? Et c'est pour ça les enfants que c'est une très mauvaise idée de s'engager dans l'infanterie. Heureusement la bataille a bien commencé, visiblement Wulfric voulait absolument se faire Karl et lui a foncé dessus complètement à découvert. Ce qui s'est trouvé est une très mauvaise décision pour sa santé quand nos arquebusiers lui ont gentiment plombé son derrière nordique. 2 salves dans la gueule et plus de général ennemi. On a rarement fait aussi efficace. Du côté de les mercenaires, la situation était tendue. Les Norse s'étaient montrés moins couillons que les orques et ils avaient repéré nos hommes dans les bois, les forçant à échanger des tirs alors que des foutus guerriers norse avec des grosses haches leur fonçaient dessus en hurlant. Heureusement sur l'autre flanc, la bataille prenait un bon tour alors que la cavalerie empêchait le flanc de se faire déborder et neutralisait les tireurs ennemis. En prenant soin d'éviter l'affrontement direct, 2 unités ont pu former un encerclement quasi parfait alors que les arbalétriers étaient occupés à pilonner la poche ainsi créée. Et ça s'est révélé plutôt efficace parce que vous me croyez pas, mais partir à la guerre contre des gens qui ont des fusils et des flèches, torse-poil, même si vous avez les plus beaux pectoraux du monde, ça marche moyennement bien. De leur côté, les arquebusiers se mobilisaient contre le magicien de la troupe. Ils n'avaient pas fusillé Wulfric pour que ce soit un magos qui leur mette à l'envers. Les mercenaires avaient finalement réussi à faire fuir les tireurs alors que les halbardiers étaient venus soutenir leurs camarades en difficulté. Surgissant des bois, ils prirent position directement dans le dos des Norse et commencèrent à les plomber en soulageant la ligne qui commençait à bien souffrir. Willem versus Olaf, tout ça, hein, je vous ai déjà expliqué. La cavalerie est venue finir les derniers Nordiques qui se tenaient encore debout. Voyant leurs derniers tireurs mourir sur les sabots de nos Rexguard, le reste de la troupe a décidé que l'Empire, et bah finalement ça valait peut-être pas trop le coup de venir les faire chier, et ils sont remontés dans leur dracar vitesse grand V. Et heureusement, hein, parce que les hommes allaient pas pouvoir continuer à se prendre autant de coups de hache sur la tête pendant très longtemps. Dans un nouveau paradoxe, c'est nous qui avons pillé leurs cadavres, et on s'est fait un joli paquet de pognon, hein. Finalement, Karl était peut-être bloqué à Marienbourg depuis des mois, mais ça faisait du bien notre économie toute cette histoire. Moi de mon côté, je venais de traverser le Stirland et les éclaireurs nous confirmaient la présence du couple von Karstein à Averheim. En frappant dur et fort, on pourrait décapiter leur avancée et libérer la ville. Isabella a bien tenté de défendre Averheim, mais le truc qui est bien avec les vampires et les morts-vivants, c'est que ça brûle particulièrement bien comme viande. Non, mais ce qui est super important en fait, c'est surtout la cuisson, hein. Ah non mais je vous avais dit, hein, s'il faut l'éloigner du bois sec, c'est pas pour rien. Par contre, les paysans ont un peu fait la gueule quand ils ont récupéré leur baraque à moitié en feu. Mais ils font tout le temps la gueule, les paysans. Content ou pas, en tout cas, voilà l'Averland ressuscité, et sacrément reconnaissant. Enfin, je dis reconnaissant. Je veux bien que les temps soient difficiles, les gars, mais vous pourriez au moins nous donner 2-3 gugus pour remplacer les hommes tombés au combat. Parce que là, il doit me rester la moitié de mes hommes de base, hein. Pas grave, si je peux pas les battre à la régulière, je vais leur pourrir la vie. Le mot est donné, on passe en mode guérilla, on se jette sur les villes pour se refaire en hommes et en munitions et au premier signe de mouvement adverse on décarre. Le but c'est de laisser un maximum de temps à Averheim pour se refaire et espérer qu'ils tiennent le temps qu'on rentre à Nuln pour se refaire une artillerie. J'ai des fonderies qui peuvent me chier des canons par paquet de vin, je vais quand même pas me priver. Au mood, je rencontre une nouvelle fois mon bon copain Vladou, et c'est au milieu des champs de carottes du père Magus que je lui ai de nouvelles fois mis une grosse fessée. Pendant que la ligne tenait tant bien que mal et que Gunther se jetait sur l'autre taré de zombies, j'ai envoyé mes balles d'argent contourner la ligne pour éliminer les autres vampires. La bataille a été assez rapide au final, il faut bien le dire, mais elle a pris son lot de victimes. On reste au mood pendant quelques temps pour lécher nos plaies, mais les éclaireurs m'indiquent que 2 armées sont en train de converger vers nous. Ça a pas fait plaisir aux hommes, mais on décroche aussi sec du mood pour se rabattre vers Averheim. Les halflins aussi, ils faisaient la gueule. On n'avait pas fini de remballer qu'ils nous envoyaient déjà des casseroles à la gueule. Apparemment, il y avait des gars qui avaient pas payé à la taverne ou qui avaient volé une botte de carottes, et pour eux, c'était le summum de l'intolérable. Putain d'ingrat. Quand je pense qu'on vient à peine de les libérer pour se barrer juste après et les laisser face à un immense empire vampire. Les halflins. Malheureusement, Averheim se remettait à peine de sa propre libération. Comme quoi que vu qu'on leur aurait rendu la ville à moitié en flammes, que ça aurait ralenti leurs efforts de reconstruction. Putain d'ingrats eux aussi. Vous préférez quoi? Une ville en flammes ou une ville pleine de vampires? Eh bah Bruno et Gunther, ils étaient d'accord avec moi.
Reste que je me prépare à livrer bataille avec une armée à la moitié de sa force contre une armée de vampires complète. On s'est retrouvés sur une petite colline pour former notre ligne, mais malgré ça, je peux vous dire qu'on n'était pas rassurés avec les copains. Si on descendait pas le vampire rapidement pour affaiblir le lien magique de l'armée, on n'aurait aucune chance de les défaire à la régulière. Leur Vargheist m'inquiétait le plus, des vampires sauvages, prêts à survoler mes lignes pour faire du pâté avec mes tireurs. Il fallait les abattre le plus tôt possible. Pendant que ma garde personnelle traverse la ligne pour se préparer à tuer le vampire d'en face, l'équipage de Joachim commence à faire feu. Cette petite merveille est suffisamment précise pour abattre ces gros piafs sans aucun problème. Reste à espérer qu'ils seront suffisamment affaiblis pour être terminés par nos tireurs. De leur côté, les munitions bénies de mes mortiers arrachent des pans entiers d'unités aux morts vivants. Entre ça et le feu de Bruno, on a exactement ce qu'il faut pour faire souffrir un maximum ce genre d'armée. À peine arrivé au contact de mes tireurs que le vampire se fait conjuguer au passé simple. Mes hommes le fusillent comme un chien avant même qu'il atteigne nos lignes. Remort et re-enterré aussi vite qu'il était sorti de terre. Sur la ligne de front, Bruno et l'équipage de Joachim usent à nouveau de leur technique favorite, alors que les horreurs des cryptes sont bientôt toutes abattues par les arbalétriers. Comme quoi les armures ça sert. Sur le flanc droit, Bruno et Gunther retiennent à eux seuls une aile entière de l'armée pour protéger nos tireurs, alors que mes balles d'argent poursuivent les Vargheist qui se sont infiltrés sur notre arrière-ligne. Avant de décrocher, il a le temps d'envoyer une nouvelle tête enflammée qui nettoie le reste de l'armée qui occupait notre centre, alors que Gunther, rincé jusqu'au trognon, abandonne le combat pour se rabattre sur l'arrière-ligne. Ce con-là a bien failli y passer, mais il en a séché un paquet sur son chemin. Les Vargheist atteignent finalement notre artillerie, mais ils sont trop affaiblis et se font repousser et exterminer en quelques salves. Par contre, leurs compagnons beaucoup plus solides me foncent dessus. Sans hésiter, mes hommes leur tirent dessus sans qu'aucune balle ne me touche. Pour eux, c'est le signe d'un miracle. Bénis de mort, leur général défait les vampires alors que leur dieu lui fait éviter les balles de ses fidèles. Miracle ou coup de bol, je sais pas, mais ils sont pas passés loin de me faire un nouveau trou du cul. Le tout se transforme rapidement en tir au pigeon alors que les bêtes tentent de fuir. Dans un élan de courage bestial et m'aidant à tailler ma légende, ce qui reste des vampires sauvages me fonce de nouveau dessus. Je les extermine de mon épée devant mes hommes, qui tirent toutes leurs munitions sur les créatures. Je renvoie les créatures de Nagash à leur putride créateur, alors que le champ de bataille s'enflamme autour de nous. Bruno se déchaîne alors que les flammes dansent entre ses mains. Une nouvelle tête de feu ravage la troupe et bientôt c'est une tempête de flammes qui finit d'achever tout ce qui restait des morts vivants, alors que Gunther arrache la tête du dernier des non-morts. Quand on est parti d'Averheim pour rentrer à la maison, les gens s'inclinaient devant nous. J'ai presque cru qu'ils allaient partir en procession religieuse et nous suivre jusqu'à Nuln. Mais heureusement, ces cons sont quand même restés derrière leurs murs. De retour au pays, la vie nous a fait un accueil digne des plus grands triomphes. L'armée avait souffert et nombreux étaient morts, mais les récits de nos batailles avaient voyagé dans tout le pays. L'armée qui faisait fuir les vampires, l'armée des chasseurs de mort. J'avais même pas eu le temps de rentrer des fonderies pour superviser le montage des nouveaux canons qu'une délégation du culte de mort m'accueillait. Apparemment, depuis mon altercation avec les Vargheist et le récit qu'en avaient fait mes hommes, le culte me prenait littéralement pour un saint. Devant une foule en délire, les prêtres m'ont donné le titre de tueur de vampires, ainsi que leur bénédiction pour continuer le combat de leur dieu. Franchement, je ne comprends pas pourquoi ce clergé a si mauvaise réputation. Ils m'adorent, moi je les trouve très sympas. Franchement, dès que je peux, je vais leur construire un petit truc. Et puis en plus, ça fera plaisir aux hommes. En attendant, mes fonderies m'offraient enfin leurs canons et batteries, de quoi multiplier mon pouvoir de destruction par 10. Je vais leur vaporiser la gueule. De leur côté, les vampires se mobilisaient enfin. Avec Marienbourg qui reprenait du poil de la bête, Karl était de nouveau en route pour le front. Avant de partir, un de mes espions en territoire mort-vivant m'avait envoyé un rapport. Apparemment, les vampires avaient placé une prime sur notre tête. Et ils nous avaient même trouvé un nom. Pour les suceurs de sang, on était devenu plus qu'une fratrie de connards qui partaient pour leur pourrir la vie. On était plus qu'une bande d'humains à moitié fanatisés par mort, prêts à mourir contre la non-vie. On était la génération terrible des Witzheimer, et on venait pour eux.